Métis, radical, réjouissant, c'est des mots de minuit et on est heureux de vous recevoir, Karim Aynous. Vous êtes réalisateur, cinéaste brésilien, mais vous avez d'autres cordes à votre arc, puisque vous avez suivi aussi des études d'architecture, vous faites des installations, donc vous êtes pluriel, on reviendra là-dessus. Merci d'avoir accepté ce mot à mot ici à Biarritz, à l'occasion de ce festival Amérique latine, culture et cinéma. Vous signez un 7e film, fiction documentaire, celui-là est une fiction, La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Et le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est coït. Coït est brutal, coït est violent, et dans ce film qui parle de la vie écartelée de deux sœurs, la sexualité, donc le rapport homme-femme, est extrêmement brutal. Pourquoi ? Pour moi, c'était très important de faire une espèce de généalogie de l'acte sexuel dans ces films. Et ça, pour ça, je vais dire que c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'était pour une femme, une jeune femme dans les années 50 au Brésil. Au Brésil. La découverte du sexe, de la sexualité, du rapport sexuel. Et je crois que j'étais exposé à beaucoup de films qui parlent de l'acte sexuel et de la première expérience sexuelle par rapport au masculin. Et quand j'ai commencé à penser à cette histoire et au personnage, moi, je pensais que c'était très important de faire une espèce de contre-champ de ça. Et moi, j'ai interviewé à peu près une douzaine de femmes qui avaient entre 80 et 90 ans pour les demander comment c'était la première fois qu'elles ont vu un homme, comment c'était la première fois qu'elles ont eu une relation sexuelle avec un homme. En général, la première fois, c'était dans le contexte du mariage. Alors, c'était quelque chose de légal. Et les réponses que j'ai eues, la plupart, évidemment qu'il y avait des réponses un peu drôles, avec du sens d'humour, mais la plupart des réponses étaient des réponses assez violentes. C'était des femmes qui me disaient qu'elles n'avaient jamais vu un corps d'homme nu, que c'était la première fois qu'elles voyaient un membre sexuel, et que c'était la première fois qu'elles voyaient un membre sexuel avec lequel elles devraient passer toute leur vie. C'est-à-dire que le divorce n'existait pas, c'était vraiment un hasard. C'était, comment on dit en français, un coup de chance, quoi. Et ça m'a beaucoup impressionné pas la façon dont elles m'ont raconté les histoires, parce que la façon dont elles m'ont raconté les histoires, c'était avec beaucoup de sens d'humour. Elle avait une douleur impressionnante. Et il y avait une en particulier qu'elle m'a dit que la première fois qu'elle a vu son mari à poil aux nuits des noces, qu'elle a commencé à rire. Parce qu'elle ne comprenait pas ce que c'était. Cette chose qui pendait. C'est quelque chose qui pendait, exactement. Alors, voilà la perception, en tout cas le testimonial, le témoignage que vous avez reçu de ces femmes. Les hommes dans votre film sont des traîtres, sont des taiseux. Ce sont ceux qui se taisent, qui ne racontent pas à leurs filles. Et donc, en opposition de ces femmes qui souffrent, ou en tout cas qui vivent mal leur sexualité, il y a des hommes qui sont d'horribles dominateurs ou de pauvres silencieux. Absolument. C'était très compliqué pour moi quand j'ai commencé à faire ces projets. Parce qu'évidemment qu'il avait une espèce, je vous avoue, dans le début du projet, j'avais une espèce d'androphobie. C'est-à-dire qu'une espèce de haine pour les hommes. Et la première version du scénario, on a eu des notes de 2 ou 3 lecteurs qui disaient que les films étaient androphobiques, quoi. Et moi, j'étais un peu choqué. Je me disais, c'est quoi l'androphobie? C'est la haine des hommes et tout ça. Mais c'était très bien d'avoir ces notes-là parce que je crois que, oui, dans les films, c'est des gens qui se taisent, c'est des gens qui sont violents, mais qui ont quand même une espèce de grâce. Mais pour moi, le plus important, c'est aussi de comprendre que les hommes sont aussi un produit du même contexte qui ont formé les femmes qui souffrent. C'est important, dans une espèce de schéma dramaturgique, d'avoir l'antagoniste et les protagonistes, mais en même temps, c'était très important. Et je vous avoue que les personnages les plus compliqués d'écrire et de mettre en scène, c'était les hommes. Parce qu'on ne peut pas simplement dire que les hommes, c'est des mauvais. C'est vraiment les hommes qui sont produits dans certains moments. Et là, dans les films, dans certains moments historiques, et il avait quelque chose dans les films qui pour moi est très important. Les films racontent l'histoire d'une famille portugaise, d'un couple de Portugais qui sont des immigrés qui arrivent au Brésil.
Et c'est l'histoire de défis de cette famille. Et pour moi, c'était important. Quand je dis ça, c'est parce que moi, j'étais toujours en train de voir comment ces hommes-là sont devenus les hommes qui sont devenus. Comment ces hommes-là sont devenus des maris, comment ces hommes-là sont devenus des frères. Et pour moi, c'était très important de regarder d'une façon très précise et détaillée d'où ils viennent, pour que ça ne devienne pas un film androphobique. Parce que les grands dangers de faire un film androphobique, c'est que ça devient tout d'un coup un film contre les femmes. Ça peut se passer que... Ça peut se retourner. Ça peut se retourner facilement. Alors, c'était très important. Et je crois que je n'ai pas réussi à le faire pendant les scénarios. Je crois que si j'ai réussi à le faire, c'était vraiment pendant les tournages. C'était vraiment avec les comédiens, avec les jeux, avec les corps de comédiens. Que si on est arrivé à quelque part, c'était là. Je dirais que votre film est inspiré en tout cas, d'un roman de Marta Batailla, Les 1000 talents d'Eurydice Gusmão. Oui. Hein, voilà, il y a une adaptation, c'est la manière dont vous fonctionnez. Vous avez beaucoup retravaillé, ce que vous disiez quand vous présentiez votre film l'autre soir. Et moi j'ai une question sur la forme. Il y a un mot qui est évident immédiatement dans votre film, c'est la lumière. Au-delà du cadre, qui est toujours un cadre qui ampute un peu la tête, toujours un peu... Bon voilà. Donc, une question sur le cadre. Quel est votre choix de cadre? Et là, pour le coup, on est dans la forme. Et puis sur la lumière, qui est une lumière... alors, n'y voyez pas une critique, mais qui oblige en permanence à prendre de la distance par rapport à ce que l'on voit. C'est-à-dire que le spectateur est toujours dans le désagréable de la lumière, dans le questionnement de la lumière, est toujours obligé de se poser la question de ce qu'il voit. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je crois que c'est très bien d'écouter ce que vous dites par rapport à la lumière, parce que pour moi, ce n'était pas simplement la lumière, mais ces films, c'est vraiment un film où j'ai toujours voulu. Mais dans ces films-là, je me suis plongé dans les genres du mélodrame. Alors, les mélodrames, comment on fait un mélodrame en 2019, en 2018, enfin maintenant? Et au Brésil. Et au Brésil, dans les années 50, c'est-à-dire il avait beaucoup de questions. Et comment on fait un mélodrame qui n'est pas une citation d'un genre, mais qui est en fait une actualisation? Comment on peut les mettre au contemporain, disons? Et pour moi, il a un truc qui c'était l'ironie. Les mélodrames, on peut les croire, mais pas vraiment. Les mélodrames, c'est toujours quelque chose d'artificiel. Et pour moi, c'était très important d'avoir quelque chose entre le spectateur et l'image, entre le spectateur et l'action. Pour moi, j'ai toujours parti du contraire de cela. Pour moi, les mauvais mélodrames, c'est les mélodrames qui est fait à la télé brésilienne maintenant, par exemple, où on est dans la scène, où on se croit que ce qu'on voit, c'est la vérité. Telenovelas. Hein? C'est un telenovela qui est vraiment un dérapage, je dis réalisme. C'est le réalisme qui se transforme en mélodrame. Il y a un truc un peu comique presque par rapport à cela. Et dans ces films, moi, j'ai voulu vraiment voir une relation entre le spectateur et l'image, le spectateur et le film, où il y a quelque chose entre les deux, où on voit que les choses sont mises en scène, que les choses sont artificiellement mises là-bas, ou même l'interprétation. Alors la lumière, je crois que ça fait ça. Il a beaucoup de plans dans le film qui sont vus à travers des portes, par exemple, qui sont vus à travers des miroirs, c'est-à-dire pour toujours créer une espèce de distance et évidemment de dire que oui, j'ai de la foi au mélodrame, mais jusqu'à la page 2, disons. Et je crois que la lumière, elle était toujours pensée pour que ça soit aussi cette espèce de couche qu'il y a entre nous et les films. Alors, même chose, dans votre film, il y a une utilisation de ce qu'on appelle l'ellipse. C'est-à-dire que l'une des deux sœurs, qui est Eurydice, on la quitte, elle n'a pas encore 40 ans, et puis d'un seul coup, on la retrouve alors qu'elle a 90 ans, qu'elle n'a toujours pas retrouvé Guida, qui est sa sœur, et qu'elle ne retrouve pas parce que les parents mentent. Les parents se taisent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette ellipse de 50 ans dans la vie d'Eurydice? Écoutez, moi, c'était pas évident de voir un film où il a une ellipse. Il a des petites ellipses pendant les corps, les grands corps du film. Mais cette ellipse-là, c'est un saut gigantesque. Mais pour moi, c'était important de le faire parce que le film, il ne se passe dans les années 50. Il parle de l'expérience de ces deux sœurs et en fait de la condition des femmes dans les années 50. Et pour moi, c'était très important de l'apporter, de l'amener à aujourd'hui.
quand je faisais, après que je lis les livres sur lesquels on s'est inspiré pour faire les films, je suis allé dans les quartiers où le livre a été écrit. Et je me souviens que j'étais dans une place, c'est un quartier qui s'appelle Tijuca, à Rio, dans la zone nord de Rio. Et je regardais, il y avait beaucoup de femmes qui avaient entre 80 et 90 ans, même un peu plus, soit qui allaient au supermarché, qui entraient à la maison, soit qui traînaient dans la place, ou soit qui se baladaient l'une avec l'autre. Et je me disais, ces femmes-là que je suis en train de voir, c'était les femmes sur lesquelles ces films, ils se plongent. Et moi, je me suis dit que c'était important d'avoir l'image de ces femmes-là aujourd'hui pour qu'on puisse avoir ce même corps qui est là et pour qu'on puisse en fait comprendre comment ces corps ont arrivé ici, comment ces femmes elles sont passées, pourquoi elles sont passées. Parce que c'était des femmes qui avaient une espèce de forteresse, une espèce d'intégrité qui m'a beaucoup frappé. Je crois aussi que pour moi, j'ai une mère qui, si elle était vivante, elle aurait 90 ans. Et ces films aussi, c'est un peu une espèce d'archéologie de cette génération. Alors pour moi, je crois que c'est important. C'était un risque de faire un saut de 50 ans dans un film. Honnêtement, je ne sais pas si ça marche à 100% ou pas. Mais peu importe, pour moi, c'est très important d'avoir une image au présent d'essai qu'on a passé une espèce de 2 heures à voir au passé. Pourquoi est-ce que vous faites un film de femmes ? Il y a beaucoup de femmes dans vos... Oui. Madame Sata, qui était votre... Pourquoi je fais un film des femmes sur les femmes ? Parce que je crois que je pense au Colombien Franco Loli, c'est-à-dire il est sans père. Oui. Il est sans père et il travaille sur les femmes, notamment sa mère. Et vous, même chose, c'est-à-dire que vous réussissez à dire les femmes, ce qui n'est pas évident pour un homme. Non, c'est pas évident. Écoutez, moi, je crois que c'est quelque chose de très... duquel j'essaye d'échapper des fois, mais ça me suit comme ça depuis toujours. En fait, mon premier film, c'était sur ma grand-mère, qui était une femme extraordinaire, qui est morte à 108 ans et qui a été, dont son mari l'a quittée quand elle avait 23 ans, qui a élevé ses deux filles, c'était ma mère et ma tante, qui était une femme qui m'a élevé. Après, elle avait ma mère, après, elle avait même... c'est drôle parce qu'on parle du Brésil comme une société très machiste, et c'est une société très machiste, mais en fait, pas. Mais en fait, c'est une société où les hommes, ils partent, et c'est les femmes qui ont la force, c'est les femmes qui gagnent de l'argent, qui enlèvent les familles. Alors, dans mon cas, c'était exactement ça. Moi, j'ai été élevé dans un contexte, dans une région du Brésil qui est le nord-est, qui est une région très conservatrice, dans un contexte familial qui n'avait que des femmes. Alors, je suis plus intime avec les femmes, j'étais toujours plus intime avec les femmes que j'étais avec des hommes, pendant les moments où j'étais en train de grandir, jusqu'au moment où je suis devenu adolescent. Et c'est clair que c'est un sujet qui revient tout le temps dans les histoires que je raconte. Il y a eu des moments où je me suis dit, j'ai fait un film il y a 4 ans, où je me suis dit, pas des femmes du tout. Il n'y avait que des hommes dedans, c'était une espèce de réaction. Mais naturellement, ça me revient et je crois que je suis beaucoup plus proche des personnages féminins et je crois que j'ai quand même peut-être une plus grosse compréhension de personnages féminins que de personnages masculins à cause de l'absence des hommes dans ma famille, quoi. On va parler maintenant du Brésil, puisque vous êtes un réalisateur brésilien, et je voudrais vous montrer un petit extrait d'un entretien qu'on a eu il y a 2 jours avec Felipe Galvão, qui est documentariste brésilien, qui a avec vous une différence. Il n'a pas 40 ans, vous avez 53 ans, donc il y a une génération de différence. Et lui est de la génération Lula Dilma. Bon, cette génération d'enfants issus de milieux populaires qui ont pu notamment aller étudier à l'étranger. Voici comment il perçoit le désenchantement provoqué par les dernières années de l'évolution politique au Brésil, notamment avec l'arrivée de Bolsonaro. Ma génération, comme tu as bien décrit, était la première à vivre une espèce d'impression de progression. On était vraiment formés dans une ambiance, on n'a pas connu la dictature, on n'a pas connu ces Brésil qu'on voyait dans les livres, on voyait dans les discussions de famille, mais nous, on avait l'impression qu'on était vraiment dans un pays démocratique où on pouvait chacun avoir son identité, discuter. Et il y a un moment,
La crise internationale, elle arrive au Brésil. Et ça, c'est à partir de 2011. Et 2013, ça explose. Et donc, de certaines mesures d'ajustements fiscaux, de certaines mesures même d'augmentation de prix de carburant, des prix de transport. Je fais confusion déjà avec les Gilets jaunes, mais bref, ça se passe en 2013. Et ça, c'est la goutte de trop, si on veut dire. Il y a ces grosses manifestations qui s'avèrent au début manifestations joyeuses, c'est la découverte de la manifestation pour un peuple, pour une jeunesse comme moi. Moi, on n'avait jamais fait ça dans notre vie, on n'avait jamais eu le goût de la manifestation, de la revendication, sauf qu'on a finalement, comme il n'y avait pas une direction, il n'y avait pas une proposition, il y avait juste une négation, on a finalement ouvert l'espace qui était vide pour une vague conservatrice. Je vais commencer à dire ça, je ne vais pas parler de l'extrême droite encore à cette époque, qui a très bien compris, qui a une énergie là. Qui vous a remplacé dans la rue, presque. Voilà. Karim Aynouz, votre génération à vous, 1966, 53 ans, comment est-ce que vous vivez ce qui ressemble à un désenchantement aussi pour vous, puisque vous êtes qualifié, si j'ai bien compris, de gauchopathe. Gauchopathe au Brésil. Vous savez, pour nous, alors j'ai des mémoires. Moi, quand j'ai fait 18 ans, moi j'étais dans un mouvement de gauche beaucoup plus que gauche. J'étais dans un mouvement trotskiste au Brésil. Ouais. Et je me souviens, j'ai des images très fortes. Moi, j'habitais à Brasilia. J'étais dans une fac là-bas. Et on allait à São Paulo pour faire des grèves avec des ouvriers métallurgiques, dont Lula. Moi, je suis des générations, et moi-même, personnellement, on s'est beaucoup battu pour que les partis travailleurs puissent monter au pouvoir, pour que les pays puissent changer, en fait. Et pour moi, c'est plus qu'un désenchantement. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on est devenu. Qu'est-ce qui se passe avec ces pays? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Parce que pour moi, la mémoire la plus douloureuse, c'était entre 2002 et 2003, le 1er janvier 2003, quand Lula a été inauguré, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Investi. Et moi, d'abord, je ne pouvais pas croire quand il a eu l'impeachment de Dilma. Pour moi, je ne pouvais pas croire. C'était pour moi quelque chose d'inimaginable. Et après, les élections, les premiers tours, le deuxième tour, l'élection du président qui est là maintenant, je crois que pour nous, pour notre génération, je ne sais pas si c'est plus dur ou moins dur, c'est pas sur ça, mais c'était inimaginable qu'on puisse arriver à où ce qu'on est. Et en même temps, la question qu'on se pose, et la question que moi je me pose tout le temps, c'est que je ne voyais pas venir. Même pendant les élections, il y avait un moment où on disait non, ça va pas se passer comme ça, qu'on aura le deuxième tour, ça va être différent, ça va être complètement différent. Alors, c'est une sensation mixte, parce que d'un côté, comme je vous ai dit, je ne peux pas croire. En même temps, je me suis dit, je suis un grand con. Comment je n'ai pas vu que ça allait se passer comme ça, en fait. Et c'est horrible de voir maintenant, parce qu'en fait, tous les signes étaient là. Depuis le 2013, tous les manifs qui sont passés en 2013... Les grandes manifestations de 2013. Oui, ça commence en 2013. Et en fait, je ne crois pas... D'un côté, je ne crois pas que c'est pas un miracle qu'on soit là. C'est l'opposé du miracle. D'un miracle. Et je crois aussi que c'est un projet. C'est un projet d'une élite. Parce que c'est très facile de dire maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la faute du Parti travailleur, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un bon travail, c'est parce qu'ils étaient corrompus, c'est parce que ceci, cela. Il faut faire très attention quand on dit ça, parce que ce n'est pas ça du tout, de mon avis. Et c'est surtout pas prouvé. D'abord, ce n'est pas prouvé, et les gens ne parlent pas qu'il y a une campagne de démonisation, de vilainisation de la gauche brésilienne depuis le 2013. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que vous êtes gauchopathe? Vous êtes malade d'être de gauche? C'est compliqué de même s'engager dans un dialogue avec quelqu'un qui dise que je suis gauchopathe, mais en même temps, la question, moi j'adore de répondre à cette question de façon très simple. Ce n'est pas une question des gauches et des droites, c'est une question par rapport à un pays comme le Brésil.
d'égalité économique. C'est pas très compliqué, de justice De redistribution. et de rétribution d'argent, quoi. C'est pas très compliqué. Mais tout a été tellement idéologisé et d'une façon tellement perverse qu'il a un moment, si quelqu'un me demande si je suis gauchopathe, je ne sais même pas quoi dire. Bon, on vous pardonne. Enfin, je ne suis pas représentant de l'église évangéliste ou des églises évangélistes. Oui. On peut imaginer qu'on vous pardonne. Un mot sur la dimension de ce que vous êtes comme artiste, comme créateur. C'est le mot pluriel. Hein, donc, Oui. études d'architecture, vous avez signé pour HBO des séries aux États-Unis. Vous avez travaillé sur Beaubourg, cathédrale de la culture, Oui. etc. Où est-ce que vous vous sentez le mieux ? Dans le cinéma, dans l'architecture, dans l'installation ? Les cinémas. Moi, j'adore les cinémas. J'étais pas du tout, pendant que j'étais adolescent et quand j'étais même adulte, c'est pas quelque chose que j'avais du tout pensé à faire. Les cinémas, c'était très cher. Les cinémas, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais rêvé de faire. Mais j'aime beaucoup parce que je crois que plus que l'architecture, plus que les installations, plus que quoi que ce soit, je vois que le cinéma, il a encore un pouvoir qui est incroyable. Et je trouve que ça va être un peu absurde ce que je vais vous dire, mais je crois que la meilleure façon de convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est de lui raconter une histoire. Et je crois que le cinéma, politiquement, il a un pouvoir qui est presque physique. Et pour ça, je suis accro maintenant au cinéma. Et au long métrage, je dirais. Raconter des histoires. Karim Aynouz, le mot suivant, c'est Karim Aynouz. Karim Aynouz, c'est pas forcément brésilien. Non, Karim Aynouz, j'étais avec un copain maintenant pendant le déjeuner qui j'ai raconté comment ça se passe au Brésil, parce que moi je suis né au Brésil avec un nom Karim Aynouz. C'est drôle de le dire, en fait mon nom ça devait être Kemal Aynouz et ma grand-mère brésilienne elle a dit pas possible. C'est déjà assez que vous avez Aynouz dans le nom. Elle disait à ma mère, parce que Kemal en portugais ça veut dire Kemal, très mauvais. Très mauvais, oui. Alors ça a basculé. Elle dit non. Mais ça vient d'où Kemal? C'est mon père qui a choisi mon nom en fait, qui est algérien, qui est kabyle algérien, et qui a choisi mon nom. Et après, la deuxième option c'était Karim. Là, je suis Karim, etc. J'ai grandi au Brésil, le nom Karim Aynouz. Aynouz, les gens n'arrivent pas à prononcer, c'est très compliqué, c'est un peu russe. C'est un truc un peu compliqué, ils n'arrivent pas à savoir d'où ça vient, tout ça. Et il a pire, parce qu'en fait, au Brésil, on a normalement un prénom, les noms de famille de la mère et le nom de famille du père. Ma mère a dit, c'est trop compliqué, c'est trop de noms, on fait Karim Aynouz. Au milieu, il avait un nom en portugais qu'elle a enlevé. Alors, c'est déjà un truc comme ça, un peu quelque chose un ovni, quoi. Aynouz, déjà, n'arrive pas à prononcer. Karim, ils n'arrivent pas à prononcer non plus. Et moi, j'étais toujours Carlinhos, Ricardinho, c'est comme les diminutifs des noms. Pas facile à l'école, j'imagine. Non, et après, depuis que je suis grandi, par exemple, si j'appelle un taxi, ou si je suis au téléphone c'est drôle parce qu'ils pensent que c'est une femme avec une voix très grave, Ouais. parce que c'est Karin. Les mots Karin, les prénoms Karin, ça existe beaucoup, c'est un prénom allemand qui a été adapté, mais Karim, ça n'existait pas. C'était pas douloureux, mais c'était assez drôle de grandir avec ces noms au Brésil. Karim Aynouz, mot, prénom et nom difficile à prononcer quand on est au Brésil. Donc vous avez un père kabyle algérien, vous avez dit, vous avez une mère brésilienne, vous connaissez parfaitement le Brésil. Qu'en est-il de l'Algérie ? L'Algérie, je suis allé la première fois cette année depuis 53 ans et c'était un vrai choc. C'est un pays vraiment merveilleux. C'était une découverte. J'ai pris le bateau de Marseille pour aller à Alger, pour vraiment arriver à Alger avec la baie d'Alger. J'ai passé des mois, j'ai tourné quand même un film là-bas pendant que j'étais là. Mais c'était vraiment un choc parce que je suis arrivé à Alger le 16 février et le 20 février, les manifs ont commencé. Et moi, j'ai retrouvé en fait l'opposé du Brésil. Pendant qu'on est en train de plonger dans un truc horrible au Brésil, j'arrive en Algérie et je marche dans les rues d'Alger tous les vendredis. Et on a quand même un espoir. Il a un énorme espoir que les choses vont changer. Il a une génération qui est en train de crier, qui est en train de chanter, qui fait ce qu'ils appellent la protesta dansante tous les vendredis. Pour moi, c'était un vrai cadeau de la vie, quoi, d'aller en Algérie pour la première fois, pendant le moment où le Brésil, les choses sont en train de s'écrouler, quoi. Dernière question. Quel est votre mot de minuit ? Il y en a tellement de mots, mais je crois que la joie. Pourquoi ?
La joie, parce que je crois que la joie et les plaisirs sont quelque chose qui sont... je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des mots que je ne peux pas vivre sans. Merci Karim Aïnouz. Merci à vous, merci beaucoup. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance